Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Aujourd'hui, nous allons partager une expérience de vie. On a droit à un ouvrage biographique qui présente le parcours d'un jeune, on ne va pas dire qui a réussi, mais qui est sur le chemin de la réussite. Il s'est surtout investi dans le domaine de l'agriculture. C'est un promoteur donc agricole à qui un ouvrage a été consacré, Clé de succès d'un entrepreneur agricole. Un ouvrage déjà disponible en tout cas dans la librairie à Cotonou. Celui qui a fait l'objet de cet ouvrage, il est avec nous sur ce plateau, Nicolas Roton-Touko. Bonjour. Bonjour. Nicolas Touko. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. C'est quoi? Pourquoi déjà ces jeunes, c'est pas quel est le niveau de votre réussite et vous êtes déjà au centre de toutes les attentions au point même de faire l'objet d'un livre. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin pour parler de moi, je dirais. Et oui, je suis jeune, mais je ne dirais pas que je suis jeune parce que aux ânes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc, nous avons eu de parcours et vous savez très bien, chez nous, il faut d'abord fréquenter, il faut aller à l'école, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, nous avons de la passion pour des activités données, mais ces passions, avec le temps, ont été transformées, ont été même perturbées, je dirais, parce que j'aimais trop la mécanique et ça fait partie de mes passions. Mais avec le temps, les parents ont insisté à ce que nous continuions les cours. Bon, à chaque fois, depuis la classe de 6e, je demandais aux parents d'aller à l'apprentissage pour devenir grand mécanicien de la zone, mécanicien auto. Mais les parents n'ont pas compris comme cela se doit. Ils ne m'ont pas donné l'autorisation. Donc j'ai continué. Mais quand même, la mécanique auto, ça s'apprend dans les universités, ça s'apprend à l'école aussi. Il y a une grande différence dans ce qui s'apprend à l'université et ce qu'on apprend sur le terrain. Donc il y a une grande différence. Moi, je voulais aller sur le terrain pour pouvoir apprendre. Mais comme les parents ont insisté à ce que nous allions à l'école, à un niveau donné, j'ai choisi et j'ai commencé par le dire aux parents, même si on ne me laisse pas faire l'agriculture ou la mécanique, je vais devenir un semi-diamant. Et je le disais et ça animait peut-être la colère au niveau des parents. Et le vieux n'aimait pas entendre ça, la vieille aussi n'aimait pas entendre ça. Mais avec le temps, j'ai choisi mon domaine qui me plaît, c'est-à-dire l'agriculture. L'agriculture. Oui, mais il faut dire que vos études supérieures vous ont prédestiné justement à ce choix. Oui. Avec l'étude supérieure, comme j'ai choisi la biotechnologie alimentaire, j'ai fait les transformations des produits agricoles et la nutrition après. Donc tout ça m'ont amené un temps soit peu à aimer l'agriculture en quelque sorte parce que j'ai démarré d'abord par la transformation des jus de fruits. C'est une activité qui est venue en deuxième position puisque le début c'était juste faire une production de piments et de tomates ensemble. Et contrairement à ce qu'on nous a enseigné où les deux ne se font pas ensemble, moi j'ai dit il faut que j'aille pratiquer ce que je voyais mon papa faire, puisque mon papa avait l'habitude de faire piment et tomates ensemble. Je suis allé, je l'ai fait à contre-saison. Et à contre-saison, ça a donné ce que je n'attendais même pas. Donc c'est ça qui a fait que je me suis dit non, si c'est ça, il faut continuer sur ce chemin et voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Entre-temps, il faut le dire, vous avez fait un break en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Oui, on a fait un tour en Côte d'Ivoire juste pour se chercher toujours et pour se lancer dans une activité. Et là-bas, j'ai vu comment les gens font le cacao, les VA et aussi la production de bananiers plantés. Donc j'ai vu comment les gens font ça. Mais ce n'est pas ça qui m'avait amené en Côte d'Ivoire. J'étais allé en Côte d'Ivoire pour devenir un artiste.
mais le rêve, c'est... Vous voulez chanter Oui, je voulais chanter, là. oui, pour faire, surtout le décalé coupé était à un sommet en 2006-2007 où tout le monde en avait besoin. Donc, c'était ça. Mais avec le temps, ce rêve, ça s'est envolé et on est revenu. Est-ce que la parenthèse Abidjan, Côte d'Ivoire, vous a vraiment servi dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Oui, ça m'a servi beaucoup parce que c'est là-bas, arrivé là-bas, j'ai fait ce que je n'avais pas l'habitude de faire chez mes parents. C'est-à-dire ce qu'on appelle ordinairement fille de maison. Moi, j'ai fait homme de maison, garçon de maison. Donc, ça m'a permis de trouver de l'argent. Et aussi, quand je suis revenu au pays, c'est la même chose. J'ai eu à faire pour pouvoir passer mon permis de conduire et aider le monsieur qui m'avait engagé et l'aider à le conduire pour faire ses courses, tout ça là, avant de quitter et me lancer dans mes affaires. Dans le livre, le premier élément sur lequel, en tout cas, l'écrivain intervient, c'est le désir du cœur. Quelle est la place de l'amour de ce qu'on fait dans la réussite de ce qu'on a à faire? Oui, ici, il s'agit de... Vous devez, si vous avez la passion pour ce que vous faites, vous devez le faire de façon honnête. Et vous devez le faire avec une grande persévérance parce qu'il n'y a pas cette activité qui n'a pas de haut et de bas. Il y a des aléas que nous ne maîtrisons pas. Mais si vous avez la passion pour la chose, au premier aléa, au deuxième aléa, vous ne pouvez pas abandonner. Vous devez continuer à persévérer, quel que soit, même si ce que nous appelons entre guillemets dans l'entrepreneuriat les clients chauds, c'est-à-dire les parents directs, les amis, toutes les déceptions que ceux-là vont vous apporter ne devraient pas vous amener à abandonner votre passion, votre idée. On a vu que les jeunes s'intéressent de moins en moins, en tout cas, à la production agricole, parce que d'ailleurs, c'est un peu difficile, il paraît, vous me direz si c'est le contraire. En plus, on est tout le temps sale, on n'est pas en cravate, et on est obligé d'être au village en plus. Il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de jolies femmes en griffe qui portent les mini-jupes. Bon, aujourd'hui, je crois que jolies femmes et femmes qui portent de mini-jupes, c'est partout. Okay. C'est partout aujourd'hui. Même dans votre ferme là-bas, là-bas? Même à l'intérieur des grandes brousses, des forêts sacrées, même vous avez des jolies femmes. Donc, qui portent les mini-jupes là? Oui, qui portent les mini-jupes dans les forêts sacrées aussi. Disons la mondialisation. Oui, voilà. Donc, c'est un peu ça. L'agriculture, en fait, c'est quand nous voyons l'agriculture par la fenêtre que nous disons que l'agriculture, c'est une activité qui est ici, de saleté, de ci, de ça. Non, l'agriculture, en fait, et quand nous lisons bien et nous fouillons bien, les hommes les plus riches, des pays développés, mais bon, la plupart du temps, c'est des gens qui investissent dans l'agriculture. Donc, ici au Bénin, la manière dont l'agriculture est organisée, c'est ça qui décourage la jeunesse, puisque notre production n'est pas consommée à l'interne, c'est-à-dire la consommation locale n'est pas quelque chose qui est à un niveau donné. Donc, ça fait que les produits, notre production coûte 2 fois ou 3 fois plus cher que les produits importés. Donc là, ça tue l'économie locale et ça amène les jeunes où quand tu produis, il y a la mévente, tu n'arrives pas à vendre et une fois que tu ne vends pas, tu es obligé d'abandonner l'activité. Donc c'est un peu ça. Mais avec le temps, je crois que tout ça là, ça va changer. Mais l'agriculture en fait n'est pas si mauvaise comme on nous le fait croire à travers les gens souffrent dedans et les gens ils sont pauvres dedans. On a vu nos parents agriculteurs souffrir, trimer même pour pouvoir nous envoyer à l'école. Oui, il faut, dans une activité, il faut toujours ce qu'on appelle la planification. Parce que nos parents, quand vous voyez la manière dont nos parents vivaient, les parents ne se planifiaient pas. Donc s'il y a quelque chose
quelqu'un qui, dans ses activités, tout son rendement, lui, il ne peut que mobiliser peut-être 1 million par saison. Ben, c'est quelqu'un qui se lève et qui dépense peut-être 2 millions ou 3 millions dans des futilités, dans des funérailles, dans des choses sans importance. Donc, nos parents n'avaient pas de techniques de planification, ils ne s'organisaient pas entre eux-mêmes. Donc, ça fait que tout ce qu'ils produisaient, tout ce qu'ils avaient comme moyens, ils les mettent dans des choses de moindre importance. Et là, c'est le cas parce que si vous dépensez plus que vos revenus, vous êtes... c'est clair, vous êtes à perte. Vous êtes à perte. Oui, mais il faut aujourd'hui une formation, et les gens s'étonnent d'ailleurs pour ça. Il faut une formation pour s'investir dans l'agriculture, même si nos parents n'ont pas été formés dans le temps. Ils se sont préparés, je dois dire, sur le tas, en suivant eux-mêmes leurs parents et en les voyant à l'œuvre progressivement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que propose l'école, puisque vous aviez fait l'université, vous avez fait une branche liée directement à ce secteur-là, ce que propose l'école en termes de formation répond aux besoins directement sur le terrain, puisque vous êtes aussi à la pratique? Je peux dire, pour être direct avec vous, je peux dire non. Ce que nous enseignons, ce qu'on nous enseigne à l'université ne cadre même pas avec la réalité agricole sur le terrain. Ah oui? Et ça peut choquer, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons plus d'ingénieurs qui n'ont pas de ferme que d'ingénieurs qui ont peut-être des petites fermes. Et quand vous voyez les grandes fermes aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas allés à l'école et qui s'entourent des ingénieurs et aussi qui s'entourent des gens qui sont des praticiens de la chose. Donc l'école, en réalité, ce que l'école nous enseigne ne cadre pas avec la réalité sur le terrain. Parce que moi, si je vous dis, mon exemple, c'est vivant parce que j'ai appris la transformation. Et on m'a appris à transformer le jus de fruits, tout ça là, le jus d'ananas. Et j'ai démarré avec, mais j'ai toujours eu des difficultés jusqu'à un jour où je me suis rapproché d'une dame qui ne pouvait même pas écrire, elle ne pouvait même pas lire, elle n'aime même pas aller à l'école. C'est cette dame qui m'a appris réellement comment le jus d'ananas se fait. Comment le jus d'ananas se fait. Alors que on nous a enseigné à l'université et on nous a montré, on nous a démontré, on nous a démontré, on nous a avec des formules pas possibles. On nous a donné des documents où quand tu peux lire ces documents-là pendant 1000 ans, tu ne peux pas produire de jus d'ananas qui va durer peut-être. C'est quoi? Les documents ont été élaborés sans expérience conforme avec ce qui se fait sur le terrain, avec des résultats concrets ou qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut élaborer des documents scientifiques et à la pratique, ça va être difficile? Bon, moi j'ai souvent l'habitude de dire que ce sont les documents de 1800 ou de 1900 qu'on nous enseigne. Nous, on est en 2000. Comme on est en 2000, il faut des documents de 2000. Puisque ces documents ont été, je crois bien que ces documents ont été élaborés de façon théorique et non de façon pratique. Même si c'était élaboré de façon pratique, il faut actualiser. Il faut actualiser et il faut vivre parce que l'ananas qui était produit en 90, en 85 au Bénin, la manière dont on produisait l'ananas au Bénin en 90, ce n'est pas la même manière qu'on produit l'ananas aujourd'hui. Donc la transformation aussi ne devrait plus être les mêmes en réalité. Mais on nous enseigne les mêmes choses. Et quand on va sur le terrain, quand vous faites, c'est des bouteilles qui se cassent, c'est la fermentation accélérée et tout ça là, c'est des pertes. Mais la dame que moi j'ai pu contacter, et elle m'a aidé, et malheureusement paix à son âme parce que quand ce document était disponible, j'ai voulu l'amener au lancement pour qu'elle puisse témoigner de ce qu'elle m'a fait. Donc je suis rentré dans sa recherche et on m'a dit qu'elle ne vit plus, donc paix à son âme. La dame, elle intervient dans un centre de transformation de jus de fruits et j'étais allé comme un stagiaire et j'ai juste vu la dame et j'ai discuté avec la dame. Elle a accepté de m'accompagner. Donc au lieu de 2 mois de stage, j'ai dû faire peut-être 2 semaines et j'ai abandonné le stage. Carrément. Et comme je suis déjà en contact avec la dame, je l'ai amenée sur mon site et elle m'a aidé à faire la transformation. Elle m'a donné des notions pas possibles. Et je me demande, mais j'ai payé des centaines de mille pour aller à l'université. Et à partir de ce jour,
quelque chose a commencé par changer parce que le jus que j'ai commencé par produire en ce temps a de la valeur sur le marché désormais. C'est ce qui est remarqué. Alors, la deuxième étape, c'est titré dans ce livre l'orientation de son cœur. Après l'amour de ce qu'il faut faire, il faut bien qu'on sache choisir son domaine. Quels sont les éléments fondamentaux, les critères essentiels dont il faut tenir compte pour faire son choix entre devenir mécanicien auto, devenir artiste chanteur et devenir promoteur agricole? Comment est-ce que le choix a pu se faire? Non, devenir artiste c'était, je ne dirais pas une passion, c'était du suivisme. Okay. Parce qu'il y a des amis qui faisaient nous aussi on s'est dit il faut les suivre. Mais sur le chemin, j'ai vu que ce n'est pas encore ma voie ça, donc je me suis retourné carrément. Tranquillement. Je me suis retourné carrément pour retrouver ma voie, qui est le domaine agricole. Mais qu'est-ce qui a permis de faire le choix entre plusieurs autres éléments qui existent? Oui, et bon, je ne peux pas le dire avec certitude parce que je peux vous dire, une fois que j'ai plusieurs activités à faire, j'ai plusieurs passions, j'aimais plusieurs choses à la fois, la soudure, la mécanique et l'agriculture. À un niveau, l'agriculture, je l'ai essayé. Et une fois que je l'ai essayé, ça a donné. Et ça a donné, la seconde fois j'ai essayé, ça a donné, la troisième fois ça a donné. Donc simultanément, comme les 3 essais ont donné, je me suis dit bon, il faut continuer avec ceci pour voir. Puisque j'étais déjà à un niveau où je ne pouvais plus aller à la formation de mécanique. Donc il faut me concentrer sur cette activité qui a commencé par donner petitement. Et c'est de là. Disons que c'est par défaut. Alors, parce que vous avez peut-être une expérience avec l'école qui n'a pas répondu à vos attentes sur le terrain de la pratique, j'ai l'impression que vous déconseillez l'école. En tout cas, je lis qu'il ne faut pas se fier aveuglément à l'école. Oui, il ne faut pas se fier vraiment aveuglément à l'école. Mais c'est pour ne pas dire... parents disaient que l'école est la clé du succès. Non, l'école n'est pas la clé du succès. Si l'école était la clé du succès, vous voyez tous ces diplômés que nous avons au Bénin qui n'ont pas d'emploi, vous voyez tous ces diplômés qui sont sous-employés, vous voyez tous ces diplômés diplômés qui n'ont pas une orientation, un repère dans leur vie, vous voyez tous ces fonctionnaires, des gens plus de 30 ans, ils sont dans des fonctions et pourtant ils sont encore peut-être entre guillemets dans des locations où ils vivent encore avec des parents. Donc l'école n'est pas la clé du succès. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens ne nous ont pas dit la vérité à ce niveau. L'école c'est juste un parchemin. Quand vous allez à l'école, vous allez apprendre à lire et à écrire. Vous allez apprendre à compter aussi. Mais il faut savoir compter aussi, puisque à l'école, savoir lire et écrire dont on parle, ce n'est pas la même chose dans la vie pratique. Parce que quand je fais 1 plus 1 égale à 2, mais dans la vie pratique, 1 plus 1 ne donne pas 2. Si 1 plus 1 donne 2, ça veut dire que nous sommes on est confronté à la stérilité. Parce que si je prends une graine de maïs que je mets au sol, ça fait 2. Ça ne peut pas donner 2 graines de maïs. Si jamais ça donnait 2 graines de maïs, ça veut dire que nous sommes confrontés à la stérilité. Donc, ça doit donner plus que 2. Alors qu'à l'école, on nous a dit 1 plus 1 égale à 2. Et c'est comme ça qu'on est borné. Parce que l'école est limitative. Oui, donc il faut que quand on sort, au moment où vous sortez du cadre de l'école, et vous allez vers les réalités et vous lisez les vrais livres, vous allez comprendre que en réalité l'école c'était comme ces 4 coins de mur où la réflexion même est limitée. Vous n'avez pas une ouverture d'esprit en fait à l'école. Donc moi je sais que l'école c'est là, on doit aller à l'école, apprendre à lire, écrire, mais lire même là, il faut aller dans la vie
pratique dans la vie réelle pour savoir qu'est-ce que nous lisons et qu'est-ce que nous écrivons. Parce que de façon psychologique même, il y a des cours, il y a des prononciations, il y a des choses que quand vous prononcez ça, de chaque fois, chaque année, vous le prononcez à un niveau donné, votre la chance pour devenir une personne dans la vie même, la probabilité est très faible. Ça diminue. Oui, c'est très diminué parce que quand on nous enseigne déjà au cours primaire, on nous enseigne que on nous enseigne comment fumer. Vous voyez, on dit papa fume, grand-papa fume, la pipe. On nous enseigne ça. Moi, bon, le jour où on a fait le cours au CE2, arrivé à la maison, mais j'ai pris la pipe de mon grand-papa et j'ai essayé de fumer. Ah oui, c'est vrai? Oui, j'ai essayé de fumer. Et j'ai pris la cigarette de mon papa, j'ai mis le feu, mais ça a passé dans mon cerveau, j'ai failli ne plus vivre. Donc, c'est un peu ça. Quand on m'a enseigné ça à l'école, vous voyez qu'à l'école, on nous enseigne. Est-ce que ça ne permet pas de faire un peu de lumière sur les pratiques quotidiennes afin que vous aviez une bonne leçon, par exemple? Vous savez désormais avec l'expérience de la cigarette de votre papa qu'il ne faut pas fumer, que ce n'est pas pour les enfants, par exemple. Mais on pouvait nous parler autrement. On pouvait nous enseigner autrement. Vous savez, l'enfant, quand vous êtes enfant, tout ce qu'on dit, ça rentre dans la tête de l'enfant. Et l'enfant a envie d'expérimenter ce qu'on lui dit. Donc, tout ça, et on nous montre des images, toutes ces images qu'on nous montre, que ce soit au primaire, au collège, et on nous montre des images en tout cas, ce n'est que nos parents pauvres qu'on nous montrait, jusqu'au point où nous-mêmes, on se disait, bon, si on est pauvre, c'est ça, si on est pauvre, on va sortir un jour dans un livre. Et bon, on n'est pas très engagé dans des réalisations pour faire choses là. Donc, c'est un peu ça. L'école, c'est un parchemin et il faut aller, mais il faut savoir faire la part des choses entre l'école et la vie pratique. Justement, dans la vie pratique, moi je me disais, quand on entre dans la vie active, on n'a plus besoin forcément d'apprendre. Apprendre, c'est à l'école. Je vois ici dans le livre qu'il faut être assoiffé d'apprendre tout le temps. Le jour où vous cessez d'apprendre là, c'est le jour là que vous avez emprisonné votre esprit. Vous savez, je peux dire que l'école, en quelque sorte, est une prison. Est une prison. Et on nous met dans une prison où quand vous êtes là, on prive votre intelligence d'ouverture. Et la plupart du temps, si vous observez bien, les meilleurs d'école, quand on les prend, c'est qu'on les recase dans un service donné et ils sont là, tout peinant. Et les quelques récalcitrants, ils embravent le domaine des affaires et c'est eux qui deviennent les hommes les plus puissants le plus souvent. C'est eux qui dirigent le monde. Qui dirigent le monde. Donc, il faut être assoiffé d'apprendre. Et il faut toujours apprendre. Moi, j'apprends, je lis beaucoup. Des fois même, je me dis, je suis même un rat de la bibliothèque. Je lis beaucoup. Un promoteur agricole? Je lis beaucoup parce qu'il faut lire pour comprendre ce que vous êtes en train de faire. Il faut lire ceux qui ont réussi. Il faut écouter ceux qui ont réussi pour savoir. Puisque nous sommes en perpétuelle formation. L'activité que nous sommes en train de mener, c'est vrai que nous n'avons pas ces formations pratiques chez nous, mais il faut chercher les autres qui ont réussi dedans. Il faut chercher à les lire, il faut chercher à les écouter de temps en temps pour pouvoir évoluer. Donc, si on dit non, on ne va plus apprendre, mais c'est fini. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs volets dans ce livre. Se connaître, par exemple, avant de s'engager, ou bien avoir plusieurs cordes à son arc. Je ne sais pas comment est-ce qu'on s'en sort, en tout cas, quand on a plusieurs cordes à son arc. Investir sur fonds propres aussi, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais j'ai vu un chapitre qui m'a assez fait sourire. Être rebelle. Comment est-ce que pour réussir en entrepreneuriat, il faut être rebelle? Oui. Se connaître d'abord, c'est métaphysique. Okay. En fait, c'est métaphysique. C'est pas se connaître, c'est très profond. C'est très profond. Et comme Gandhi l'a dit,
celui qui a fait le plus grand voyageur, c'est celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Ah oui. C'est Gandhi qui l'a dit. Le plus grand voyageur, c'est celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Donc se connaître, c'est très profond. C'est très profond et c'est métaphysique. Les gens ne vont pas bien comprendre comment se connaître. Peut-être ça peut faire voler ça peut faire le sujet d'un autre livre que nous allons beaucoup plus détailler. Mais il faut être rebelle. Il faut être rebelle. Comment? Il faut être rebelle parce que si je prends mon cas, si je n'ai pas été rebelle, je ne peux pas être dans le domaine agricole. Comment vous avez été rebelle? Vous n'avez pas pu faire face à vos parents qui ont refusé que vous soyez mécanicien. Mais les parents refusaient que je ne peux pas être mécanicien. Quand j'ai commencé l'agriculture, les parents aussi refusaient. Ils se sont opposés à ça. Ah oui. Presque. Finalement, ils voulaient quoi? Que vous deveniez ministre directement? Bon, oui, un cadre, puisque quelqu'un qui a le bac, qui revient au village, et qui a déjà fait les universités, qui revient au village, qui va au champ, bon, ça sonne mal, en fait, au village. Ça sonne très mal. Et c'est comme si j'ai été maudit, c'est comme si on me traitait de tous les noms. Mais c'est le caractère rebelle qui a fait que tout ce que les parents disaient, même les enseignants, nos enseignants, nos proches, tout ça, tout ce que tout le monde disait, c'est le caractère rebelle qui a fait que j'ai fait fi de tout ça là, j'ai fait semblant de quelqu'un qui n'entend rien. Et c'est 4 ans après que, bon, ils ont commencé par me donner raison. Oui, bon, quand il a commencé, on était contre eux, mais aujourd'hui, on voit que ça marche. Et c'est comme ça. Et ça a été toujours comme ça pour tout le monde. Et quand vous entreprenez, quand vous démarrez une activité, bon, les parents sont les premières personnes à ne pas être d'accord. À ne pas être d'accord d'avis avec vous. Et ils refusent même de vous accompagner. Et là, si vous n'êtes pas rebelle, vous allez abandonner. Et c'est ça, je dis, investir sur fonds propres. C'est de là que l'idée investir sur fonds propres. Parce que si vous n'êtes pas rebelle, si vous attendez les parents, voilà que les parents ne voulaient pas que vous faites cette activité. Et vous les attendez pour démarrer cette activité. Vous n'allez jamais démarrer. Vous n'allez jamais démarrer. Donc il faut attendre personne. Il faut attendre personne. On il a faut vu démarrer même, sur fonds propres. Une partie justement réservée à ce volet-là, n'attendre rien et personne. Rien et personne. C'est quand même curieux, mais il faut se battre tout seul alors pour y arriver. C'est là où justement l'entrepreneuriat devient un peu plus compliqué. Oui, complexe. Il faut démarrer. Et quand vous démarrez, en fait, l'entrepreneuriat n'est même pas complexe. En fait, l'entrepreneuriat, ça dépend de votre domaine. Mais quand nous prenons le domaine agricole, il faut d'abord s'informer. Il faut s'informer, ça c'est obligatoire. Et il faut se former. S'informer et se former. Parce que l'information, ça forme. Et la formation transforme. Parce que quand vous avez la formation, vous vous transformez, vous devez être pressé à mettre en application les acquis de la formation. Et quand vous vous transformez, vous allez commencer par vous adapter. C'est-à-dire en ce temps, vous êtes déjà en train de mettre en application les acquis de la formation. Vous allez vous adapter maintenant aux réalités qui n'ont pas été dites lors de la formation. Parce qu'il y a des réalités qu'on ne dit pas lors de la formation. Donc vous allez vous adapter à ces réalités-là. Et c'est quand vous affrontez ces réalités, vous vous adaptez à ça et vous réussissez, c'est maintenant que vous-même, vous allez parler de ces réalités, de ce que les avantages que ces réalités vous ont apporté. En fait. Allez, on ne va pas vider tout le livre. Hein. Clé de succès de l'entrepreneur agricole. C'est un bouquin dont le lancement aura lieu le 3 décembre prochain à Porto-Novo. En tout cas, moi, je vous souhaite d'avoir plein de succès dans votre vie et pour cette cérémonie de lancement. Merci à vous d'être venu. Rapidement, un mot pour conclure, ça va être très bref. Okay. Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites pour nous parce que sans les journalistes, tout ce que nous faisons, ça va rester entre les 4 coins de mur. Oui. Ça ne va pas sortir. Je vous remercie infiniment. Et je remercie aussi le peuple béninois et je dis à la jeunesse de prendre des risques. De prendre des risques et de s'aventurer dans le domaine
agricole. Je dis domaine agricole parce que ce domaine, c'est le seul domaine qui peut contenir tous les jeunes chômeurs de notre pays. Parce qu'il y a la production, il y a la transformation et il y a la commercialisation. Ces trois sections dans l'agriculture peuvent contenir tous les jeunes chômeurs de notre pays. Merci beaucoup. Ah oui, les gens doivent prendre des risques. Il faut surtout prendre des risques positifs. Si on va s'attaquer à une banque, je crois que le procureur s'en chargera à la fin. Merci beaucoup à vous d'être passé sur mon plateau, Nicolas Roton-Touko, objet donc de cet ouvrage biographique sur son parcours qui l'a conduit justement à devenir entrepreneur agricole. C'est un recueil d'expériences qu'il partage avec, je dois dire, ses lecteurs. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end.